Bonjour Clara Rivollet. Bonjour. Merci de nous recevoir chez Christie's. Vous êtes spécialiste pour le département art asiatique, art contemporain du XXe. Vous nous recevez ici pour une exposition toute particulière. Il s'agit de quelle exposition ? Alors, il s'agit d'une exposition sur les artistes chinois de l'École de Paris. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous rappeler la définition de l'École de Paris ? Alors, l'École de Paris, c'est une définition assez large. En fait, c'est un terme qui simplement définit, dans lequel on peut, ça ne définit pas un mouvement, oui. Mais le but, c'est vraiment de regrouper tous ces artistes-là qui sont venus à Paris à partir du début du XXe siècle jusqu'aux années 60. Beaucoup d'artistes internationaux autour de cette école-là. Mais ça ne définit absolument pas un mouvement artistique ou un style en particulier. C'est très large. Oui. Nous, ce qu'on a voulu montrer aujourd'hui, c'est de montrer qu'il y avait plusieurs exemples d'artistes chinois qui ont été attirés par Paris, cette ville... cette ville lumière, cette ville artistique. Voilà. Et qui se sont intégrés à cette villa et qui finalement maintenant constituent presque un peu le patrimoine français, puisque dans cette exposition sont regroupées alors toute une série d'œuvres, une quarantaine d'œuvres, qui sont pour la plupart de collections privées françaises. Et toutes ces œuvres que vous verrez dans cette exposition ont été peintes en France. Très bien, donc ça c'est vraiment le fil rouge de l'exposition. Ces œuvres-là vont-elles être toutes vendues aux enchères ? La majorité de ces œuvres-là vont être vendues aux enchères, certaines à Hong Kong, d'autres à Paris, en dépendant du marché de chaque artiste. Et puis, quelques œuvres de l'exposition sont disponibles en vente de gré à gré, c'est-à-dire en direct avec les collectionneurs. Et puis, une dizaine d'œuvres sont des prêts de collection parisiennes. Donc, une première pour cette exposition qui regroupe ces artistes chinois contemporains de l'École de Paris. Et notamment, il y en a un qui est très représenté puisque cette salle, en tout cas cette salle de l'exposition, est consacrée à un grand peintre. Voilà, alors Zhao Wuqi, je pense l'artiste le plus connu sur la scène parisienne puisqu'il a déjà une reconnaissance de son vivant à Paris. Il était représenté par la Galerie de France, qui était une galerie très établie de l'époque, et il côtoyait tous les artistes de l'École de Paris, Hans Hartung, Alfred Manessier, Pierre Soulages, dont il était très ami, Jean-Paul Riopelle, donc il était très intégré dans la vie parisienne, contrairement à d'autres artistes de cette exposition qui sont peut-être un peu plus discret, un petit peu plus méconnu à Paris. En tout cas du public parisien et français. Et donc Zhao Wuqi maintenant bénéficie d'un marché plus international que les autres artistes de cette exposition. C'est pour ça qu'on en présente à la fois dans nos ventes de Paris et dans nos ventes de Hong Kong. Puisqu'il y a vraiment deux types de collectionneurs et que les Français apprécient l'œuvre de Zhao Wuqi aussi. Alors on va revenir justement un petit peu plus tard dans cette visite guidée. Est-ce qu'on peut commencer par ce tableau qui se trouve juste derrière nous? Par exemple, celui-ci va être vendu de gré à gré, c'est ça? Alors celui-là est disponible en vente de gré à gré. D'accord. C'est un tableau de 1966. Donc les années 60 sont vraiment les années de maturité Zhao. C'est l'année où il acquiert son style et on reconnaît Zhao. Il n'est plus comparé à d'autres artistes, notamment Paul Klee dans la décennie d'avant. Ce tableau est très particulier de par son format. Et alors, Zhao Wuqi, c'est un artiste qui est foncièrement chinois, qui reste chinois. Alors, quand vous dites foncièrement chinois, qu'est-ce que ça veut dire? Dans son approche artistique. Et si vous voyez le format très allongé, ça rappelle le format des rouleaux chinois. Tout à fait. Où on déroule comme ça le rouleau et on a un paysage avec une profondeur. Et il reprend ces codes de l'art classique chinois en abstraction. Très bien. Le médium et les outils qu'il utilise sont occidentaux, c'est-à-dire l'abstraction, l'huile, la toile, mais il reprend le concept de l'art classique chinois. D'accord. En parlant justement d'abstraction, je voudrais qu'on se dirige vers le tableau qui se trouve un petit peu plus loin. Comme ça, d'emblée, moi, ça me parle. Je trouve qu'il y a vraiment une similitude avec Monet, avec les nymphéas, notamment ceux qui sont au musée de l'Orangerie. Donc il y a vraiment cette filiation de l'abstraction occidentale. Complètement et totalement assumé. Zhao, en Chine, il avait accès à aucune œuvre occidentale. Aucune œuvre occidentale, d'accord. Enfin, en tout cas, très peu. Dans les années 40, il y avait très peu de reproductions. Et ce qu'il a fait, il a mis un pied à Marseille, il a pris le train pour Paris quand il est arrivé en 48. D'accord. Et il a couru au Louvre. Et il a été voir les grands chefs-d'œuvre de l'art européen. Il a été découvrir Rembrandt, Rembrandt et sa représentation de la lumière. Et effectivement, les impressionnistes
ont beaucoup de similitudes avec les artistes chinois, oui. Dans le sens où ils ont une vision subjective du paysage. Il y a un rapport au paysage chez les impressionnistes qui est le même chez les artistes chinois de la peinture classique chinoise. Oui. Il faut toujours que l'artiste aille dans la nature, en retire ses émotions, ce qu'il ressent, et les retranscrive sur la toile. Et en ça, Monet et Zhao ont exactement la même approche. D'accord, donc c'est pour ça qu'on a été effectivement, touchés. Là, on a peut-être un paysage, peut-être marin, on y voit des choses ou des autres. Zhao ne donne aucune interprétation de ces tableaux. Il veut laisser libre cours d'interprétation aux spectateurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne titre jamais ses œuvres. Alors, voilà, justement, à ce sujet, là, par exemple, il est noté 17-12-82. En soi, bien sûr, on pense que c'est une date. Et il donne, en tout cas, ce titre-là à chacune des œuvres. C'est une date, alors? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est effectivement la date de la fin de la peinture du tableau. D'accord. Il ne l'a pas peint en un jour, mais c'est la date du point final. Voilà. Soulage fait la même chose. Oui. Donc, c'est une sorte de systématique qu'il commence au début des années 60. D'accord. Avant, il donne des titres à ses œuvres. Ah, très bien. Et puis ensuite, il se rend compte qu'il veut prendre du recul par rapport à l'interprétation de son tableau. Et il arrête de donner des titres et ça permet déjà de placer chaque œuvre dans son corps de travail. Mais du coup, ça laisse libre cours d'imagination au spectateur. En effet, c'est vrai que nous, spectateurs, quand on va dans une exposition, parfois on est attirés par le cartel avant même de regarder l'œuvre. Et là, c'est vrai que juste avec, on va dire, des chiffres, on peut laisser un peu plus cours à notre... Là, il vous donne aucune interprétation, à vous d'imaginer ce que vous souhaitez. Tout à fait. On poursuit la visite avec vous, Clara Rivollet. Donc, je vous rappelle, nous sommes là pour l'exposition Voir Paris, une aventure chinoise chez Christie's. Clara Rivollet est avec nous et nous allons voir un tableau toujours de Zhao Wuqi. Et cette fois-ci, je crois, c'est un peu le clou du spectacle. Enfin, vraiment, une œuvre absolument majestueuse. Vous voyez, chers abonnés, rien que de par sa taille, elle est absolument superbe. Au-delà de ça, vous allez nous expliquer l'histoire, car je crois que dans l'œuvre de Zhao Wuqi, les grands formats, c'est pas quelque chose de courant. Alors, c'est le chef-d'œuvre de l'exposition, d'accord, évidemment. C'est aussi, on va se mettre là. On peut dire, un très grand chef-d'œuvre de l'art de Zhao Wuqi. Oui. Puisqu'effectivement, c'est assez instinctif, hein. On n'a peut-être même pas besoin de le décrire, on sent une véhémence, on sent un aspect très dramatique, on est plongé, on est happé par ce tableau, et ça je pense que c'est très instinctif. Mais alors les grands formats, c'est vrai que c'est une nouveauté des années 60. Oui. Il emménage dans son nouvel atelier rue Jonquois dans le quartier de Montparnasse en 61. Et là, alors ça lui permet évidemment de manière très pragmatique d'avoir de la place. D'avoir de la place pour prendre sur des bien plus grands tableaux. Mais surtout, le tableau date de 64. Oui. Et en 64, il a fait plusieurs voyages aux États-Unis, puisqu'il était représenté par la galerie Samuel Coutts à New York, qui était un marchand reconnu de l'époque et qui d'ailleurs l'a fortement incité à peindre sur des grandes toiles. Oui. Mais il a beaucoup parlé à Rothko. D'accord. Et ils ont eu beaucoup de discussions sur le rapport du peintre au format. Rothko aimait les grands formats et Zhao s'est mis, je pense, sur l'influence de Rothko à peindre, en tout cas des expressionnistes abstraits, à peindre des grands formats. Mais c'est il y a un double mouvement chez Zhao, c'est-à-dire que il ressent la peinture comme une lutte intérieure. Oui. Et de peindre sur un grand format, c'est une bataille avec lui-même. C'est une bataille avec la toile. Oui. Il faut investir cet espace-là. C'est un vrai challenge pour lui. Mais par ailleurs, ça lui permet aussi de délier son geste. Vous voyez, là, vous avez des coups de pinceau très amples. Et donc, c'est à la fois une liberté et une lutte. Et une liberté, une contrainte. Enfin, pas une contrainte, mais en tout cas, des règles... dicté par ce format. Et d'ailleurs, les propriétaires actuels de ce tableau, qui l'ont acheté en 1969 directement à l'atelier de Zhao Wuqi. D'accord. Donc, elle a rencontré Zhao à l'époque et ils m'ont dit que Zhao leur avait raconté cette anecdote quand il a commencé à peindre ce tableau, il ne savait pas comment aborder cette toile blanche. Oui. Il se sentait intimidé par tout cet espace-là et qu'il fallait se projeter dans la toile. Et en fait, c'est un peu, une fois que le tableau est fini, c'est un peu le sentiment qu'on a aujourd'hui. On est vraiment happé par cette peinture. Voilà, il réussit à nous faire passer aussi ce sentiment-là. Nous allons continuer la visite de l'exposition avec juste derrière nous, nous allons nous en approcher, une toile de Xu Teixun. Alors, je crois qu'il y a une filiation avec Zhao Wuqi.
Oui, ben, on dit toujours, effectivement, il y a une filiation dans le sens où ce sont deux artistes chinois qui sont venus à Paris, Zhao Wuqi en 48, Xu Teixun en 55, donc on émet souvent une comparaison entre les deux. Maintenant, je pense que c'est des artistes qui évoluent dans des milieux très différents, parisiens. Oui. Ils ont la même expérience de vie, étant chinois et habitant à Paris. Mais ils ont alors, on retrouve dans leur travail leur apprentissage classique de l'art chinois et l'avant-garde parisienne. Ça, c'est leur similarité. Mais ils ont une approche un petit peu différente. C'est-à-dire que chez Xu, le paysage est plus littéral que chez Zhao. Zhao Wuqi peint l'univers, il peint quelque chose de surnaturel, de très spirituel. Chez Xu Teixun, on peut deviner voilà, des cascades, des montagnes. Par exemple, les montagnes jaunes en Chine, c'était une grande inspiration pour lui. Et on voit souvent une verticalité dans son travail. D'accord. Donc il y a quelque chose de presque plus figuratif. Alors, il ne faut jamais décrire ça comme de la figuration, mais je pense qu'on est plus dans un paysage chinois. D'accord. On est plus dans cette filiation directe chinoise que chez Zhao. Très bien. On poursuit la visite de l'exposition. Cette fois-ci, dans la salle suivante, il y a plusieurs œuvres de San Yu, qui est assez connu en tout cas par le public français. Il y a eu notamment récemment la vente d'une collection, la collection Ridel, de dessins. Est-ce que ça l'a encore plus fait connaître au public français? Alors, San Yu, il est resté très confidentiel en France pendant beaucoup d'années. Il est mort en 66, relativement dans l'anonymat en France. Hein. Les collectionneurs de San Yu français étaient ses voisins, étaient un cercle proche. Voilà, un cercle très proche. Il n'a jamais vraiment eu de marchand ou de galerie de son vivant. Je pense que ça a été d'ailleurs une frustration pour lui. Donc, il est resté assez peu connu en France. Maintenant, je crois qu'on n'envisage pas l'envergure de la popularité de San Yu en Asie. Il est considéré comme le Matisse chinois, comme le précurseur de toute cette génération, Zhao et Xu. Et c'est une superstar en Asie. D'accord. San Yu superstar en Asie, on a le scoop. Voilà. Les gens se photographient devant. D'accord. C'est assez marrant. Et donc, oui, il est connu en France, mais il est bien plus connu en Asie. Alors oui, il y avait une vente en décembre de ses dessins. Donc c'est un marché très établi en Asie, notamment pour les peintures. C'est l'artiste chinois moderne le plus cher sur le marché asiatique. D'accord. Plus que Zhao, plus que Xu Teixun. Et justement, on évoque le marché asiatique. Il y a un rapport du Conseil de vente qui est paru très récemment et qui fait passer maintenant la Chine comme le premier marché devant les États-Unis, en tout cas pour 2016. Est-ce que ce sont des résultats qui vous surprennent? Bon, la Chine, les États-Unis, un an c'est l'autre, l'année d'après c'est à nouveau la Chine ou les États-Unis, c'est l'un ou l'autre, ça fait déjà quelques années. Hein. Mais la Chine, le marché de l'art chinois s'est développé très récemment. Il s'est développé autour de 2005-2006. Donc ça, pour le coup, c'est fulgurant quand on voit qu'il a atteint le niveau du marché américain qui a plusieurs dizaines d'années. Et surtout, c'est un marché qui a encore beaucoup de potentiel dans le sens où les collectionneurs chinois commencent à s'intéresser à l'art occidental. Donc je pense qu'il y a une marge d'évolution bien plus grande que celle du marché américain. Et l'école de Paris est particulièrement demandée par les Asiatiques? Alors l'école de Paris chinoise est très demandée parce qu'ils ont un regard chinois sur ces tableaux. Ils y voient les concepts de l'art chinois plutôt que l'avant-garde parisienne. D'accord. Zhao Wuqi et Xu Teixun et San Yu sont considérés comme des artistes chinois. Et en ça, effectivement, ils sont extrêmement demandés puisqu'ils sont les précurseurs de toutes les générations qui suivent et qu'ils ont réussi à innover dans la tradition chinoise. D'accord, apporter cette touche de modernité. Alors qu'en Chine, effectivement, il y avait un académisme un peu sclérosant. Très traditionnel. Et c'était pas possible d'innover. Et justement, une partie des œuvres vont être vendues aux enchères à Hong Kong. Une partie des œuvres vont être vendues aux enchères à Hong Kong, dont l'œuvre majestueuse, puisque c'est là que naturellement le marché est plus fort. Maintenant, c'était aussi l'objet de l'exposition aujourd'hui, c'était de montrer qu'il y a des collections françaises, qu'elles sont souvent très discrètes, et que ça fait partie du patrimoine français et qu'il faut que les Français s'intéressent à ce. Tout à fait. Et là, vous en avez fait une très très belle exposition. On poursuit, on revient à San Yu si vous le voulez bien. J'aimerais qu'on se concentre et que vous me racontiez un petit peu l'histoire des camélias.
Alors écoutez, Sanyu a un amour pour les fleurs depuis le début de sa création. Oui. Tout un corps de travail, notamment d'huile de fleurs, puisque c'est très codifié en Chine et que c'est la majorité de son travail est dédié aux fleurs. Alors les deux là sont des très jolis exemples, puisqu'on voit très peu de lithographie de Sanyu. C'est assez rare, ça date des années 30, c'est souvent pas daté. Et je pense que je trouve qu'il y a une délicatesse qui en émane. Ouais, là, c'est très joli, c'est marqué. Oui, qu'est-ce qu'il y a écrit? D'accord, une petite carte de vœux. On ne sait pas de quelle année ça date, puisqu'il n'y a pas de date, mais je pense que ça doit être diffusé dans les années 30. Et alors, au même titre que les fleurs, Sanyu aimait beaucoup les animaux. Et il aime bien les représenter dans des poses comme ça très agiles. Il aimait beaucoup les chats. Enfin, on voit. Il y a tout un vocabulaire en fait autour de... C'est très délicat en effet. On a d'autres œuvres dans cette pièce de Sanyu aussi. Ici donc un corps. Donc voilà, vraiment il était à la fois, comme vous dites, il avait un amour pour les fleurs, pour les animaux, aussi les figurations de corps humains. C'est pour ça qu'il est arrivé à Paris. Il ne pouvait pas peindre de nu en Chine. C'est pour ça qu'il... D'accord. Et Sanyu, il était très frustré et il est arrivé à Paris pour ça. Il est allé à la Grande Chaumière et il passait des heures à la Grande Chaumière pour peindre des nus, notamment beaucoup féminins, puisqu'il aimait beaucoup le corps féminin qui déformait comme ça, comme par exemple les photographies de Man Ray. Enfin, il y a beaucoup de relations entre tous ces artistes de cette génération. Et voilà, et ça, c'est effectivement, il y a un énorme corps de travail de dessin. C'est pour ça que les dessins valent peut-être un peu moins cher que les huiles, parce que les huiles sont très rares. C'était un artiste qui n'avait pas beaucoup de moyens, et donc il a beaucoup plus fait de dessins, parce qu'il aimait bien la spontanéité de l'encre. D'accord. On va poursuivre notre visite avec, dans la salle un petit peu plus loin, il y a 2 sculptures de Wong Keping, c'est ça? Oui. 3 même. 3? Ah, j'en ai vu que 2. Bah, très bien, je découvrirai avec vous, les abonnés, la 3e sculpture. Wong Keping qui est venu, je crois, pour le vernissage de l'exposition. Oui, Wong Keping était là, il était très content de participer à l'exposition. Et puis, on est content d'avoir son travail puisque c'est la 3e génération. Après Sanyu, après Zhao, Chu et d'autres, on a la 3e génération qui a une filiation un peu différente. Wong Keping, il a commencé par avoir un travail très politique en Chine, puisqu'il a grandi dans une Chine qui a beaucoup souffert à l'époque. Et puis, on est content de montrer que la France a gardé cette force d'attraction pour des artistes chinois. Wong Keping qui est arrivé bien plus tard, à la fin des années 80. Alors lui, il développe un travail totalement différent. C'est des sculptures sur bois. Ce qui est intéressant, c'est que c'est figuratif, mais qui conserve les lignes du bois. C'est vrai que voilà, je pense qu'on peut faire vraiment des gros plans sur l'aspect du matériau, comme vous dites, avec vraiment les veinures du bois. Ouais. Et pour cette sculpture, elle ne sera pas présentée aux enchères? Alors non, mais on en vend régulièrement. Oui. Plutôt à Hong Kong, puisque ça rentre plutôt dans le thème de l'art asiatique contemporain. Mais on en vend régulièrement. Chère Clara Rivollet, si je devais vous demander un coup de cœur dans l'exposition, ce serait quelle pièce? Alors, il est juste derrière vous, enfin il est devant nous, pardon. Alors on vous suit, montrez-nous. C'est un travail inédit, puisque c'est la seule performance de Xu Teixun. D'accord. Xu Teixun était un artiste qui était très intérieur, qui était très calme et qui avait peut-être besoin de la solitude de son atelier pour créer. Oui. Mais cette œuvre-là a été peinte lors d'un concert sur une musique de Debussy. D'accord. C'était dans la voûte Sainte-Agnès de l'église Saint-Eustache à Paris. Oui. En 1988, il a accepté cette invitation. Et à ma connaissance, c'est la seule performance de Xu. Et donc, c'est du papier calque. Donc, il y a une transparence. Ah oui, alors c'est vraiment... Oui, c'est pour ça que... Ça ne se voit pas malheureusement parce qu'on n'a pas mis de lumière derrière. Mais ça devait être magnifique puisqu'il se mettait derrière la voûte. Et les spectateurs pouvaient voir l'œuvre en train de se faire. Et il y a un aspect très calligraphique et c'est vraiment la matérialisation de la musique et je trouve que ça se ressent très bien. En effet. Donc on sent toute la sensualité de Xu. Et pour mettre à profit tout ce que vous nous avez un petit peu enseigné pendant toutes ces minutes de la visite, on a encore une fois le format à la verticale. On a aussi presque, comme vous dites, de la calligraphie qui est peut-être un peu représentative de l'art chinois. Enfin voilà, on retrouve dans ce tableau très moderne, vous avez insisté sur le fait que ce soit la performance d'un artiste, on retrouve aussi toute la tradition chinoise et qui fait un peu le lien et qui est le fil conducteur dans cette exposition.
Merci beaucoup Clara Rivollet pour cette visite. Merci. Merci.